Bonsoir à tous. Donc c'est en fait, oui, c'est la dernière leçon d'une série de 5. Et donc je vais m'attarder ce soir à parler un peu plus de, comme j'ai passé pas mal de temps dans les leçons précédentes sur l'histoire, je vais parler maintenant beaucoup plus sur, disons, la pratique contemporaine, sur le discours, sur le présent. Néanmoins, l'agenda de mon intervention, c'est quand même de faire un plaidoyer pour l'importance de l'histoire. Donc, pour faire une sorte de relecture critique du discours actuel sur Building Social and Building Sustainable, qui, à mon avis, sont deux topos qui sont très présents dans le discours sur l'architecture en Afrique d'aujourd'hui et comment on devrait pratiquer l'architecture en Afrique aujourd'hui. Et donc, je vais partir de deux, disons, publications clés. C'est un numéro thématique de Arc+, c'est une revue allemand assez important. Un numéro thématique qui a été rédigé par Andres Lepik, nom qui va réapparaître plusieurs fois ce soir. Donc, le numéro s'appelle Think Global, Build Social. Ok. La deuxième publication sur laquelle je vais me baser, c'est une publication qui vient d'un groupe, enfin d'une recherche, unité de recherche à l'université de Venise, et ça s'appelle Africa Sustainable Future, de Benno Albrecht et Jacopo Galli sont derrière. Et donc pour moi, ce sont vraiment deux topos qui sont très présents dans le discours aujourd'hui. Et donc ce que je voudrais faire, c'est de montrer, enfin, quels sont les discours, mais puis quand même introduire à travers un regard historique, quand même une sorte de, enfin, de faire une lecture critique de ces discours, et des généalogies qu'ils essaient de créer. Ok. Et pour commencer, il faut que je retourne un peu sur l'émergence d'une scène architecturale en Afrique aujourd'hui. Donc si, quand moi j'étais étudiant, enfin c'était la même époque que Pablo en fait, deuxième moitié des années 80, jamais on ne parlait de l'Afrique comme un continent sur lequel on avait une scène architecturale de quoi que ce soit. Donc l'Afrique était très absente dans les cours que nous avons eus. Aujourd'hui, ça a quand même changé, et donc pas seulement dans les publications, je dirais, professionnelles et donc les revues d'architecture, mais aussi dans des publications plus popularisantes comme celui-ci, What Can Africa Do for Europe? 31 Brilliant Ideas to Inspire the World. Une publication qui date de 2-3 ans, et dans lequel il y a plusieurs de ces 32 idées brillantes qui sont en fait des projets d'architecture, qui sont devenus, et qui sont devenus des projets, je dirais, assez médiatisés. Donc, vous connaissez probablement sans doute tous ceci, le Floating School in Makoko de Conley Adeyemi, qui était un collaborateur de Colas dans l'office OMA. Et ce projet-ci, en Afrique centrale, de Mass Design, une école qui a été publiée plusieurs fois, qui a reçu pas mal d'attention, sur lequel il y a aussi un film qui a été produit récemment. Donc on a une sorte de scène qui est en train d'émerger. On a quelques star architects africains dont le plus connu, c'est sans doute Francis Kéré, donc quelqu'un qui a suscité beaucoup d'intérêt avec ce projet-ci, que je vais développer en plus de détails un peu plus loin, mais qui est devenu quelqu'un très proéminent dans la scène, qui a été publié plusieurs fois. On a des monographies qui sont VDD, donc comme celui-là, Radical Simple. Et donc, on va voir que c'est en fait Andris Lepik qui est derrière ce genre je dirais, de promotion de Francis Kéré comme un architecte clé de la scène africaine d'aujourd'hui. Mais comme j'ai dit dans la première leçon où j'ai parlé de cette redécouverte de l'Afrique comme un continent plein d'architecture et d'urbanisme,
il y a cette attention pour cette production architecturale, pour les phénomènes urbains contemporains qui s'ajoute avec un discours d'anthropologue, de sociologue, et qui a été évoqué dans plusieurs endroits, dans je dirais, des institutions culturelles en Occident. Une des expositions assez importantes de 2015, c'est celui-ci, Africa Architecture Culture Identity, qui a eu lieu dans le Louisiana Museum, un très beau musée en fait en Danemark, Hummelbeck, et dans lequel, si vous regardez la table de matière, vous avez bien sûr Keri Architecture, il est là, mais vous avez aussi Anthony Folker, sur lequel je vais revenir dans cette leçon aujourd'hui. Vous avez l'historien d'architecture Nnamdi Elech, Architecture and the Origins of Modernity in Africa, donc un des historiens d'architecture qui a travaillé beaucoup sur l'histoire de l'architecture en Afrique, mais aussi Achille Mbembe, quelqu'un avec, pour qui beaucoup de gens, disons, un penseur post-colonial qui est très proéminent dans les pensées de beaucoup de gens. Edgar Peters, quelqu'un du African Center for Cities à Cape Town, South Africa, qui est une voix qui apparaît dans beaucoup de publications, et puis Philippe Debouc et Semi Balochi, avec leur vidéo de Tower, donc un projet très particulier à Kinshasa, qui faisait lieu de leur expo Suturing the City, qui a lieu à Wils, à Bruxelles, en 2016. Donc il y a en fait, je dirais, une sorte de petit cercle de gens qui reviennent toujours, et ce sont les mêmes voix qu'on voit apparaître. Et donc ce sont aussi les mêmes architectes qui apparaissent de temps et autre, dès qu'on parle de l'architecture en Afrique. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes villes, c'est Kinshasa, c'est Djobour, c'est Lagos, donc c'est les grands mégapoles donc, qui en fait sont au centre de cette attention. Donc on parle du continent africain, mais en fait on parle d'une petite série de lieux en fait, et d'une petite production, je dirais. Et donc il y a une sorte de série de usual suspects qui émergent tout le temps. Où il y a bien sûr une sorte d'intérêt à la fois pour une architecture, je dirais, formelle, et donc comme celui de Kéré, et une production, qu'on dit souvent, informelle, donc l'architecture du quotidien, les petites infrastructures qui font que la ville bouge, que la ville fonctionne, donc des petits comptoirs comme ça, des marchés, donc il y a une sorte d'intérêt dans ces deux dimensions d'architecture. Et là, de nouveau, les architectes avec cette Makoko School, c'est vraiment un des projets, je dirais, le plus médiatisé, une école flottante à Lagos, qui semblait être une sorte de prototype d'une solution, non seulement pour des écoles, mais aussi pour l'habitat, dans des régions inondées de la ville. Et donc un projet qui a vraiment eu beaucoup d'attention dans la presse architecturale, qui, si vous regardez un peu plus la littérature anthropologique, je dirais, ou sociologique, est un projet qui n'est pas sans critique. Et donc tout le projet n'a pas été non plus un succès absolu, loin de là. Néanmoins, c'est une des choses qui revient de tour en tour. Donc, il y a une sorte d'attention croissante pour cette scène émergente d'architectes. Il y a de plus en plus aussi des plateformes sur lesquelles on voit émerger aussi les voix des architectes africains eux-mêmes. Parce que souvent, si vous regardez les gens qui écrivent ou les gens qui parlent, c'est souvent, enfin, I plead guilty, hein, je fais partie de cette scène. Donc, il y a quand même des voix, surtout de l'Occident, qui parlent. Heureusement, on a de plus en plus de plateformes, des gens, qui permettent des voix africaines émerger aussi, de façon, qui arrivent sur le plan international. Et donc, dans ce sens-là, une association qui a été très importante, je dirais, c'est Archi-Africa, fondée, je dirais, dans les années déjà probablement 90, début 2000, par Anthony Folkers et Berend van der Land, deux architectes du Pays-Bas,
Anthony Folker, sur lequel je vais revenir, donc quelqu'un avec une grande expertise et un long trajet en Afrique. Donc, il a travaillé en Afrique à partir des années 84, je pense, pendant une vingtaine d'années. Donc, quelqu'un qui connaît le terrain, qui a été actif comme architecte dans plusieurs pays de l'Afrique. Et donc, ils avaient fondé cette association pour vraiment mettre en exergue cette importance de l'architecture en Afrique. C'était fondé avec de l'argent qui venait du Pays-Bas. Stichting Doen était derrière, donc c'était vraiment épuisé dans les fonds et les financements culturels aux Pays-Bas, donc le Prins Claus Fonds et d'autres. Ils ont fait plusieurs conférences, un à Dar es Salaam, un aussi au TU Delft en 2007, si je me trompe, auxquels ils avaient invité pas mal de gens du continent pour dialoguer avec des gens intéressés de l'Occident. Ce qui est bien, c'est que à un certain point, Folkers et Baden van der Lans ont compris que peut-être il fallait donner cette plateforme aux Africains eux-mêmes, et donc ils ont transféré la plateforme aux mains de Joe Addo, qui est un architecte basé au Ghana. Et donc aujourd'hui, Africa, ça existe toujours, mais c'est complètement la responsabilité des gens du continent, ce qui était une bonne décision. Ceci dit, Berend van der Lans a continué à travailler sur le sujet. Donc, au début, avec Anthony Folkers, ils ont créé African Architecture Matters, on pourrait dire une sorte de think tank, un Research and Action Center on the African Built Environment, comme ils le disent. Ça s'est pris de leur site web. Et donc, Anthony Folkers a été assez important. Donc, Folkers a publié ce livre ici, Modern Architecture in Africa. J'oublie la date, mais ça doit être quelque chose comme 2008, 2009, quelque chose comme ça. C'est un projet qu'il a aussi présenté comme doctorat au TU Delft. Et donc, dans lequel il fait une sorte de... il esquisse son propre parcours, disons, comme architecte ayant travaillé en Afrique pendant une vingtaine d'années. Mais comment dirais-je, il combine cette trajectoire un peu biographique, donc il parle des projets qu'il a fait lui-même, et il les juxtapose et les confronte avec une sorte de discours sur l'importance de cette architecture moderne en Afrique qui doit s'ancrer, dans son opinion, dans la tradition de l'Afrique. Donc, pas seulement devenir une sorte de produit, une sorte d'exportation des idées qui viennent de l'Europe, mais quelque chose qui doit vraiment s'ancrer sur le terrain. Et donc, le fait qu'il a vraiment passé beaucoup de temps sur le continent, ça c'est assez remarquable dans le contexte du Development Aid. Ça lui a donné une sorte de parcours assez unique et assez particulier, très fascinant, je dirais. Et donc, il a essayé de contextualiser son propre parcours avec une sorte d'analyse plus historique sur l'importance et l'émergence d'une architecture moderne en Afrique depuis des années 50. Un exercice qui, si vous voulez mon avis, n'est pas tout à fait réussi, je dirais. Donc, je trouve un peu dommage. Donc, j'ai écrit un compte-rendu assez critique sur le livre, dans lequel je déplore un peu qu'il n'a pas plus essayé de nous évoquer les conditions dans lesquelles un architecte du Pays-Bas travaille dans des contextes du Development Aid qui sont pas seulement ceux financés par les Pays-Bas, mais aussi par exemple par l'Allemagne. Donc il reste un peu à plat sur cette thématique et c'est un peu dommage. Mais donc il a joué, je trouve, et ça c'est quand même son mérite, il a vraiment créé cette plateforme Archi-Africa, il a continué à travailler sur la question. Donc il y a 2-3 ans, il a publié avec Iga Persina Ngambo Atlas sur Zanzibar. Donc c'est quelqu'un qui continue à travailler sur le sujet et donc African Architecture Matters est devenu plutôt une sorte de research unit. Donc, il publie des livres, il publie des analyses qui sont en soi assez intéressantes de regarder.
le fait qu'ils ont donné Archi Africa à Joe Addo, qui est maintenant le chairman depuis, je pense, presque 10 ans, on voit que Joe Addo a vraiment pris une sorte d'autres pistes. Donc, vous voyez maintenant la page menu du site web que j'ai pris en fait cet après-midi. Et donc, vous voyez qu'il y a une grande attention sur l'aspect de education. Donc, si on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'éducation architecturale sur le continent, donc on pourrait dire qu'on a les premiers efforts de développer une sorte d'éducation architecturale en Afrique vraiment adaptée au continent, et je parle de l'Afrique subsaharienne, parce que c'est un peu différent si on parle de l'Égypte, par exemple, mais si on regarde l'Afrique subsaharienne, on trouve des exercices, des efforts assez fascinants dans les années 50, 60, à Koumassi, par exemple. Aujourd'hui, cette question se pose de nouveau. Donc, quelle est l'éducation qu'on doit développer pour le continent? Quelqu'un qui est très important dans ce débat, c'est Leslie Loko, une architecte sud-africaine qui a des idées assez claires, assez précises, mais aussi assez provocateurs, je dirais, sur la question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un black architect et qu'est-ce que ça signifie pour l'éducation de ces personnes? Donc c'est quelqu'un qui a un discours assez intéressant et profond, je dirais, sur la question. Et donc j'étais assez heureusement étonné que je vois que cette question de l'éducation devient au cœur de Archi Africa. Mais si on regarde, et donc Archi Africa, l'avantage c'est aussi que c'est pas seulement le côté anglophone. Donc on a dans Archi Africa quelque chose qui est beaucoup plus multilingue. On a, si on regarde le côté francophone, il y a d'autres initiatives qui se lancent, parfois sous le même titre, hein, donc Archi Africa avec un tiret, c'est maintenant quelque chose qui vient de Tunis, donc ils ont leur propre publication, leur propre revue, c'est beaucoup plus, je dirais, commercial que l'autre, mais ça montre qu'il y a une sorte de scène qui est en train d'émerger. J'attends avec beaucoup d'impatience non pas la publication, parce que la publication a été déjà lancée dans le dernier Frankfurter Buchmesse en novembre dernier. Mais donc, il y a un guide d'architecture pour l'Afrique subsaharienne en 7 volumes. Donc, ce sera un brick comme ça. Ça a été c'est une mission gigantesque. Vous voyez les chiffres. Donc, 7 volumes. 3200 pages, 350 auteurs, donc c'est immense. Donc ça a été un projet qui a duré plusieurs années. Donc moi j'ai participé pour le volet sur l'Afrique, enfin sur le Congo, avec Claudia Milou-Milva que vous connaissez sans doute. Et donc je suis très curieux. Donc j'ai pas encore vu. Donc j'ai écouté le lancement du livre, mais j'ai pas encore vu la publication de l'ouvrage. Et donc, je pense une fois dans les librairies, dans les bibliothèques, ce sera quand même une sorte de very comprehensive survey, donc un ouvrage quand même assez complète, assez diversifié aussi. Donc, de ce que j'ai vu du chapitre sur le Congo, je trouve qu'ils ont réussi à avoir des gens avec des perspectives assez différentes. Donc, je suis très curieux ce que ça va donner. Je pense qu'on a encore quelqu'un ici dans le public qui a aussi participé. Je pense que Bernard a participé pour le côté Congo-Brazzaville, si je me trompe. Mais donc, on verra prochainement ce que ça va donner. OK. Donc là, je voudrais employer ça comme point de départ. Donc, il y a une scène qui émerge et qui, de plus en plus, attire l'attention. Comme j'ai dit, je trouve qu'il y a deux topos dans la façon dont on parle de la production architecturale aujourd'hui, la pratique contemporaine. Et donc Andres Lepek, qui est quelqu'un qui est lié au musée d'architecture de l'université de Munich en Allemagne, a été une voix très importante. Et donc il est le directeur de ce theme issue de Art Plus, et vous allez voir directement quelles autres publications sont assez clés pour sa prise de position, je dirais. Donc, c'est lui qui a, en quelque sorte, avancé cette thèse que Building Social, ça fait vraiment partie de la pratique, ou ça devrait faire partie de la pratique contemporaine en Afrique.
Et donc, pour lui, l'architecture comme discipline, c'est quelque chose qui doit s'aligner avec cette motto Think Global, Build Social. Et pourquoi? Il dit, et je vais le lire en anglais, Architecture has always made the claim that it positively shapes society with its built works. Or even that through the ideal city planning, it's capable of leading society into an improved state of social cohesion. Mais il dit, mais en réalité, c'est un peu compliqué. Donc, même si cela, c'est souvent l'agenda de l'architecture de l'urbanisme, c'est assez difficile de réaliser cela. Et l'histoire nous montre plusieurs épisodes dans lesquels on pourrait dire que même avec des bonnes intentions, on arrive au contraire. Et donc, architecture can also catalyze negative social development. Donc, l'histoire nous le montre de façon assez précise. Néanmoins, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, as a constructive discipline with effects that typically operate on groups of people over longer periods of time, architecture can by no means escape responsibility. Donc, et c'est ce qu'on voit ça chez les étudiants. Je pense que vous avez probablement, Pablo, la même impression. On a souvent cette idée que beaucoup d'étudiants en architecture trouvent qu'aujourd'hui, comme architecte, il faut, enfin, ce n'est plus une question de l'autonomie de la discipline, comme on l'a connu quand nous étions étudiants, mais que le discours actuel, c'est celui que l'architecte devient quelqu'un qui acte directement sur la société, c'est quelqu'un qui peut prendre des positions activistes, et donc il y a une sorte de responsabilité qui vient avec la discipline. À la fois au niveau social, disons, dans Build Social, mais bien sûr dans tout ce contexte de la crise climatique aussi, dans Building Sustainable. Et donc cette notion Building Social, c'est quelque chose qu'on trouve pas seulement sur le discours sur l'Afrique, c'est quelque chose qui je dirais, est très présent dans le discours général sur l'architecture actuelle. Enfin, si vous regardez un des derniers numéros de la revue A+, Practices of Change, c'est complètement cette idée qui est au cœur du débat aujourd'hui. Et donc, qu'on a besoin, comme architecte, de développer des réponses très locales qui répondent directement aux urgences et aux nécessités des communautés locales et qui, idéalement, ne sont pas créées top-down par l'architecte, mais qui se développent en dialogue avec la communauté locale aussi. Et donc, il y a une sorte d'intérêt pour des interventions à petite échelle, des urban acupuncture, comme une sorte d'approche, mais et donc que cette action locale va de pair avec une sorte de connaissance ou d'une conscience globale. Donc, on sait que même si on travaille sur des sites très spécifiques, qu'on est très conscient qu'on est en train de travailler à quelque chose qui a un impact sur le global aussi. Et donc, l'EPIC vraiment est un des personnes qui a vraiment mis ce discours en exergue. Ce qui pour moi est intéressant, c'est que dans son introduction à ce numéro thématique de Arc+, il prend aussi la position où il dit quelque chose sur l'histoire. Donc il fait une sorte de référence au rôle de l'histoire comme étant, ou ayant le rôle plutôt de créer une sorte de généalogie de cette pratique. Donc il parle de l'agenda assez social du SIAM, et donc l'existence minimum, et donc l'idée c'était quand même, comme architecte et urbaniste, on allait créer un meilleur monde pour le plus grand nombre, c'est ce discours qui était très présent dans le SIAM. Et donc il essaie de montrer que cette building social, c'est quelque chose qui a un long pédigré dans la pratique architecturale. Et c'est assez important de voir que dans son discours, donc il y a Small Scale Big Change, je vais parler de ça dans un petit instant, mais donc il y a Historical Roots and Theoretical Perspectives. Il dit, voilà, on manque une sorte de connaissance historique de ces pratiques sociales, et donc c'est une sorte d'appel aux historiens d'architecture d'écrire ces histoires. Et donc la position que je vais prendre aujourd'hui, c'est une position qui est autre. Moi, je ne suis pas tellement intéressé à écrire une histoire qui en quelque sorte construit qui légitime ces pratiques contemporaines, parce que alors je trouve qu'on est en train
de retomber dans la même position qu'ont pris des historiens comme Hillion ou Pefner qui ont écrit en fait l'histoire qui devrait enfin qui devrait en fait donner le base au mouvement moderne dans les années 20-30. Donc moi, la position que je prends, c'est plutôt celui d'un historien critique qui ne fait pas une sorte d'historiographie opérative, pour utiliser le terme de Tafuri, mais qui montre qu'à travers l'histoire, peut-être on peut dévoiler certains, enfin, je vais dire de façon peut-être un peu trop simpliste, mais n'empêche, je trouve qu'il y a une certaine naïveté dans le discours d'aujourd'hui. Donc, je pense que le rôle des historiens, c'est justement de dévoiler cela. Ok. Et donc, à la fin de cette lecture, j'espère que j'aurai éclairci ma position. Et je vais revenir justement sur le fond de l'écran de Pablo. Donc, je vais en fait terminer avec quelque chose sur les deux bâtiments que vous voyez derrière lui pour expliquer ma position. J'avais mis sans qu'on soit concerté, hein, Johan. Non, mais enfin oui, mais c'est pas un hasard non plus. Hein, donc, que ce sont des bâtiments qui sont bien sûr des bâtiments sur lesquels j'ai travaillé pas mal. Ok, mais donc retournons à l'EPIC. Et donc il a construit ce discours à travers quelques publications et surtout quelques expositions qui ont été importantes. Une première, c'est Small Scale Big Change, New Architectures of Social Engagement. On pourrait dire que c'est vraiment la première fois qu'il articule cette idée de Building Social de façon très explicite. C'était une exposition au MoMA, du Museum of Modern Art in New York. J'ai eu la chance de la voir, j'étais à New York à ce moment-là. Et donc dans lequel il nous présente 10 projets qui pour lui montrent de façon exemplaire cette idée de travailler à une petite échelle, mais faire ou développer une sorte d'approche qui a un impact énorme et qui pourrait nous faire repenser le rôle de l'architecture. Et aujourd'hui, ce sont des projets qui sont devenus, je dirais de nouveau, une sorte de usual suspect of ce genre d'approche. Donc, on a Lacaton Vasal avec leur architecture qui montre qu'on peut complètement rénover des constructions HLM des Suèdes et les repenser pour donner un confort aux habitants. Mais pas mal de ces projets, et c'est pas un hasard, je dirais, dans la sélection de 10 projets, il y en a pas mal qui sont dans le Global South. Et donc, bien sûr, celui de Elemental est un projet clé qu'on connaît tous. Ravina, qui a été invité pour alors être le commissaire du Biennale de Venise de l'architecture en 2016. Donc, ce projet qui en fait donne une sorte de liberté, mais aussi une sorte de aux usagers de compléter l'architecture que l'architecte leur fournit. Donc, on construit de l'infrastructure de base. On va au-delà de cette pratique des années 70 de Sites and Services. On fait quand même de l'architecture, mais qui permet que cette architecture est complétée avec une sorte de goût personnel de l'usager. Donc, on est presque dans on pourrait dire le plan Bus de Le Corbusier, où l'architecture fait l'infrastructure et puis le infill a été fait par les citadins eux-mêmes, et dans lequel on permet même le mauvais goût, que c'est quelque chose qui va avec l'architecture. Autre bureau qui est bien sûr exemplaire pour ce genre d'approche, c'est Urban Think Tank à Caracas, donc Bredenburg et Klempner, qui ont écrit beaucoup sur The Informal City of Caracas et qui ont développé toute une approche qui permet de repenser la façon dont les architectes peuvent intervenir dans soi-disant des slum areas, en insérant de façon assez stratégique des infrastructures, aussi des programmes, donc des bâtiments de sport ou culture, mais avec une sorte de système de mobilité, avec le Metro Cable Line, qui permet les habitants de ce quartier-là de se connecter à la ville et ainsi d'avoir une sorte d'instrument de empowerment, donc de ne pas être isolés dans leur quartier qui manque de possibilités, mais qu'en installant ces câbles, en fait, permet aux gens de participer à la ville et à l'économie de la ville. Là, de nouveau, comme l'EPIC,
ils construisent dans leur monographie une sorte de généalogie. Donc là, de nouveau, on voit qu'il y a un usage très particulier de l'histoire pour écrire une sorte de longue durée dans lequel il s'insère. Et donc, il faut toujours se méfier de ce genre d'exercice quand les architectes écrivent de l'architecture. Il faut quand même lire 2 fois ce qu'ils disent et penser pourquoi est-ce qu'ils écrivent ainsi. Un des architectes qui a été très présent dans ce Small Scale Big Change, c'était Francis Kéré. Donc, je pense que c'est en fait la première fois qu'il est entré sur la scène internationale. Donc, grâce à la sélection que l'EPIC a fait de son projet à Burkina Faso. Et donc, c'est à partir de là que je dirais sa réputation internationale a vraiment gonflé. Et le projet suivant de l'EPIC, qui était une exposition d'abord à Munich, donc dans le musée d'architecture de TU München, qui s'appelait Architecture, c'est là que Kéré était très prominent et que ce discours sur Building Social était extrêmement proéminent dans la présentation des travaux. Donc vous voyez la carte des projets qui ont été sélectionnés et montrés dans cette exposition. Je vais vous dire quelque chose sur la carte tout à l'heure, mais je montre d'abord la préface Architecture Building Social Change. Donc de nouveau, c'est une sorte d'approche qui montre à travers une sélection de projets très précises, des projets small scale, mais qui ont cette qualité de building social. À la fois, ce sont des architectes basés en Afrique, ce sont parfois aussi des architectes de l'étranger, mais qui viennent pour y travailler et qui essayent de s'insérer dans le milieu local. Et donc, on a une sélection de projets juxtaposés, complétés avec une sélection d'essais critiques qui, de nouveau, nous montrent les mêmes voix qu'on voit toujours. Abdelmalek Semoun, Philippe de Boek, Auke Enwezor, donc les grands voix sur le Urban Theory of the South, les grands voix des anthropologues, des sociologues. Donc, c'est vraiment une sorte de who's who of modern architecture and urbanism. Et donc, cette idée de building social, je dirais, prend quand même un peu son origine, je dirais, dans cette idée de people as infrastructure, ce qui est une idée qui a été lancée par Abdelmalek Semoun, donc un chercheur sud-africain. Et donc, si on regarde les villes dans le sud, le fait qu'ils sont souvent caractérisés par une faillite de l'infrastructure, et donc essayer de comprendre comment ces villes fonctionnent. On ne peut pas le faire à travers l'infrastructure, il faut regarder le corps humain comme disons, l'unité de construction de la ville. Donc ce texte qu'il a écrit déjà, je pense, quelque part dans les fins des années 90, a eu un impact énorme sur la façon dont non seulement les urbanistes ont regardé les villes en Afrique, mais aussi les architectes. Donc cette idée que c'est avec les gens qu'il faut travailler est en quelque sorte au cœur, je dirais, du discours de Andreas Witt. Donc, ici, donc, il est en train de parler avec Auke Enwezor, Architecture that can truly be owned by the people. En fait, il y a une sorte de discours ici que c'est seulement ce genre d'architecture qui nous montre la vraie direction dans laquelle la pratique contemporaine devrait se développer. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi donner de l'attention à l'éducation, et donc ça recoupe cet intérêt actuel de Archi Africa, donc de Current Training. Et donc là, de nouveau, il y a certains lieux qui sont plus importants que des autres en Afrique. Enfin, l'école de Rwanda, à Kigali, a été un des centres d'éducation en architecture qui a eu pas mal d'attention. Ok, donc si je dois développer quelques réflexions critiques, enfin, tout d'abord, si vous regardez cette carte, c'est quand même assez fascinant de voir qu'on est quand même un peu dans, je dirais, la carte de l'Afrique subsaharienne anglophone. Si on projette là-dessus l'Empire britannique en Afrique, on a presque tous les pays dans lesquels il a sélectionné des projets.
Donc, il y a vraiment un souci pour les francophones et les lusophones de se mettre en avant sur la scène parce qu'on est oublié, les gars. Donc, il y a un travail à faire. Et donc, c'est ce genre de projet. Donc, ce genre, enfin, et donc, les photos, surtout les photos dans le livre, parce que c'est quand même un livre richement illustré, montrent cet aspect de travail avec la communauté locale. Et donc là, je vais vous expliquer dans un instant une sorte de généalogie qui est construite avec des projets antérieurs qui sont, du point de vue historique, un peu problématiques, je dirais. Donc, Kiri est très présent dans les projets de l'EPIC. Et donc, vous voyez, c'est ce genre d'architecture qui en soi est un projet vraiment architectural. Donc, on est loin du Sites and Services qui était vraiment une sorte d'idée. Enfin, on fait l'infrastructure et puis les gens construisent comme elles veulent. Non, ici, c'est vraiment un projet architectural, mais qui est réalisé en collaboration avec la population. Et là, de nouveau, je trouve qu'il y a très peu de commentaires qui nous montrent de façon très concrète comment ça fonctionne. Donc, il y a une sorte de acceptance, donc tout le monde trouve que, enfin, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi, je me demande, c'est quoi le modus operandi de ce genre de projet? Donc, qui finance? Comment est-ce qu'on organise la collaboration avec la population locale? Comment ça fonctionne? Donc, il y a, pour moi, dans la littérature, très peu de choses très concrètes là-dessus. Et ça m'énerve et ça m'inquiète, je dirais. Mais donc, le fait qu'il est devenu une sorte de star, ça a été montré par le fait qu'il a été invité pour construire ce Serpentine Pavilion en 2017 à Londres. Donc, si tu es invité pour faire un Serpentine Gallery, vraiment, tu es au top de la scène architecturale mondiale, c'est clair. Et donc, Kiri était là-dedans, avec un pavillon qui semble quand même être quelque chose de très différent de ce qu'il a fait à Burkina Faso, je dirais. Donc, là aussi, j'attends le premier article critique qui va nous expliquer cela. Donc, il y a une sorte de fascination pour cette architecture qui est bien sûr assez originale. Enfin, c'est une belle architecture, bien sûr. Mais donc, où de plus en plus, on peut aussi se demander la question, mais est-ce qu'on est vraiment en train de regarder un architecte africain ou est-ce que cette catégorie est nonsensical parce qu'en fait, il a été enseigné en Allemagne, à Stuttgart, si je me trompe, et il travaille de plus en plus aussi en Europe. Donc, c'est quoi Francis Kiri? C'est quel genre d'architecte? C'est la même chose avec David Adjaye, c'est un peu la même chose. Donc, le label African Architect, qu'est-ce que ça signifie? Mais donc, ce projet de School and Dale, qui a vraiment été, à la fin de sa carrière, donc fait dans son village natal, avec la population, et qui montre comment on peut travailler avec des structures simples, avec des gens qui sont sur place. Où il y a bien sûr aussi ce côté sustainability, mais là, je vais développer ça dans la deuxième partie, donc je vais sauter ça. Et pas inintéressant, il a gagné ou il a reçu de Lafarge Holcim Awards. Donc, si vous pensez à cette question de building sustainable, là aussi, c'est quand même, si vous avez un regard cynique comme moi je l'ai, c'est Lafarge Holcim Awards, ce sont quand même les gens qui produisent le ciment. Donc, à quel point est-ce qu'on est en train de vraiment parler de quelque chose qui est sustainable? Enfin, je ne suis pas tout à fait sûr. Et je ne suis pas le seul de le penser. Kim Foster, qui est un chercheur à l'Université de Manchester, est en train de faire des recherches assez remarquables là-dessus. OK. Et donc, Kiri qui est là tout le temps. Voilà. Je vais développer quelque chose, un premier point critique, The Ethics of Building Social. Pourquoi? Parce que ce qu'on trouve, et c'est un chapitre dans le livre de l'EPIC, il y a une sorte de fascination, et je vais peut-être être provocatif, mais enfin soit, il y a une sorte de développement dans plusieurs écoles en Europe de s'ancrer sur ce discours, en disant, voilà, on va organiser ce qu'on appelle dans la littérature Transnational Life Projects. Donc on va travailler avec nos étudiants sur le Global South pour montrer qu'il
il y a quand même pas mal de problèmes dans le Global South et nous, des architectes, sont capables de développer des solutions. Et on va le faire non seulement à travers la table de dessin, on va aussi les construire in situ avec la communauté locale. Donc c'est devenu une sorte de pratique très récurrente. En Allemagne, c'est très présent. TU Munich fait ça, donc Student Projects Skills Center né à Nairobi. München fait ça, Stuttgart fait ça, Aachen fait ça aussi. Donc il y a, je dirais, une sorte de presque une sorte, enfin, je suis très provocateur, une sorte de commerce éducatif autour de ce genre de projet. Où on peut se demander la question, mais on est en train de regarder quoi? Je vous montre pas seulement, donc, le livre de l'EPIC montre surtout des trucs, des exemples de l'Allemagne. On en a aussi en Angleterre. L'University of Nottingham est en train de se profiler comme une des institutions qui a cet agenda philanthropique et qui travaille avec ses étudiants sur place. Et donc, il y a une sorte de branding, donc il y a un branding de son projet éducatif à travers un Africa Project. Et donc, ils construisent des choses comme ceci, ils mettent des films sur leur site web, des interviews avec leurs étudiants, avec les tutors, presque jamais avec les usagers. C'est quand même assez remarquable. C'est repris dans la presse architecturale, mais parfois aussi dans la presse, enfin, les newspapers, les journaux. Et donc, c'est devenu une sorte d'instrument très important pour attirer et de recruter des étudiants. Parce que ce qu'on voit, c'est que en fait, le marché d'éducation devient quand même de plus en plus compétitif. Je vous montre un projet qui est un peu différent et que je trouve assez fascinant. C'est une initiative d'un architecte italien qui s'appelle Paolo Casconi. Je ne sais pas si vous l'avez... On l'a déjà eu chez nous, mais je pense qu'il a déjà parlé à plusieurs écoles. Et là, je trouve qu'il y a une idée assez fascinante. Donc, c'est cette African Fabric School où il y a une sorte d'intérêt de développer une sorte de do-it-yourself approach. Donc, l'idée, donc ça, c'est l'affiche qu'on avait fait quand il est venu parler chez nous, il y a 2016 déjà, donc ça fait déjà quelques temps, mais où il a expliqué tout son processus de travailler. Enfin, c'est quelqu'un qui est très fort dans le 3D printing, rapid prototyping, et donc son ambition, c'est de voir quelles sont les opportunités et les possibilités de développer une approche telle en Afrique. Parce que ça semble être quelque chose avec une high-tech approach, et donc il montre qu'en fait, avec des moyens très simples, on peut développer de tels projets aussi en Afrique, et les ancrer dans les institutions éducatives, et de développer aussi, ça c'est quand même assez fascinant, de travailler avec des matériaux locaux. Bien sûr, enfin, les gens qui connaissent un peu l'histoire de l'école de la Cambre vont reconnaître un pédigré ici. C'est quelqu'un qui s'inspire et qui a été aussi éduqué en partie par un type qui s'appelle Fabrizio Carola, quelqu'un qui a été en fait éduqué à la Cambre dans les années 70. Donc il y a une sorte de pédigré là qui est fascinant. Donc ce que je trouve intéressant ici dans ce African Fabric School, donc c'est un projet qui n'a pas tellement l'idée de faire une sorte de branding, donc je trouve qu'il y a quelque chose de très genuine dans l'approche de Paolo Casconi. Mais c'est toujours la même chose, donc comment est-ce qu'on peut développer quelque chose à petite échelle, comment est-ce qu'on peut avoir une sorte de, ce qu'on appelle en anglais upscaling. Donc est-ce que c'est quelque chose qui reste des petits projets qui sont intéressants dans des lieux spécifiques, ou est-ce qu'il y a une sorte d'approche plus général qu'on peut développer à partir de ce genre de choses. Mais donc, vous voyez, il a présenté à Douala, Cameroun, donc il a présenté ça au Triennale de Milan, donc c'est quelque chose qui est maintenant reconnu comme une sorte d'approche fascinante. Et on pourrait dire, voilà, en Belgique, on a aussi une sorte d'approche comme ça, donc l'Université de Hasselt a depuis quelques années un programme postgraduate qui s'appelle Building Beyond Borders,
dans lequel on a une sorte de même approche de faire des studios in the Global South. Donc, ce sont des gens liés au BC Architects, donc, que vous connaissez tous. Donc, ils ont fait un projet à Rwanda, une bibliothèque qui leur a appris de travailler avec l'Adobe comme matériau. Et depuis lors, ils ont tous développé une sorte de procédé pour construire et qu'ils ont maintenant aussi introduit en Belgique. Et donc, un des Practices of Changes qui a été présenté dans ce numéro de A+, c'est bien sûr BC Architects. Et donc, l'économie circulaire dans la construction, ils sont maintenant un des joueurs clés. Et donc, cette pratique-là est maintenant ancrée en quelque sorte dans ce programme Building Beyond Borders. Voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas se défier un peu de ce genre de choses? Donc j'ai déjà dit, voilà, il y a une sorte de politique parfois un peu commerciale, je ne dis pas dans tous les exemples que j'ai montrés, mais sûrement dans certains. Mais donc je pense qu'il y a une critique plus profonde qu'on puisse développer là-dessus. J'ai rencontré il y a quelques années un chercheur anglais qui s'appelle James Benedict Brown, qui a été lié à l'Université de Nottingham et qui s'est distancié un peu de la politique de sa propre institution. Maintenant, il est déjà dans une autre école, université. Et donc, il a organisé en 2019, lors d'une conférence internationale à Lisbonne, une session sur cette problématique. Transnational Life Project, Critical Reflections on the Ethics, Politics and Pedagogies of Collaborations between the Global North and the Global South. Parce qu'il trouvait, et je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'il faut procéder dans ce genre de choses avec beaucoup de nuances, enfin, c'est quelque chose qui nécessite une réflexion profonde. Ok, donc qu'est-ce qu'il, dans le call du session, on avait développé ou défini l'agenda de cette session comme ceci: a live project comprises the negotiation of a brief timescale, budget and project between an educational organization and an external collaborator for their mutual benefit, structured to ensure that students gain learning that is relevant. Donc, il dit, voilà, ça c'est la définition commune de live project. At best, live projects allow students to integrate their skills in the real-world setting, but at worst, live projects can graft values and solutions onto communities rather than co-creating them. Donc cet aspect de co-création est assez clé, je trouve. Stakeholders in transnational live projects in post-colonial context are invited to reflect critically. Et donc il y a 4 personnes qui ont participé à cette session-là. Donc j'étais à cette conférence et donc je les ai vus. Ola Duku de Manchester, Nelson Motta de TU Delft, Lia Nunes et Barbara Müller. Je vais me concentrer sur cette dernière parce que je trouve qu'elle a une sorte de position extrêmement conscient, oui. Et donc je pense qu'elle essaye de trouver une solution à cette problématique de life transnational projects. Donc Barbara Müller est liée à l'Institute of Architecture de l'University of Applied Arts à Vienne. Donc elle est une architecte bien sûr, et donc elle a fondé un laboratoire qui s'appelle Applied Foreign Affairs, dans lequel elle développe des projets qui sont interdisciplinaires, transculturels et expérimentaux d'approche. Et donc, elle veut que ces étudiants ont un contact avec des conditions contemporaines africaines, avec des workshops qui se font sur place, with a focus on the status and potentials of a specific place or situation. Donc, elles font, comme font beaucoup d'écoles, des field trips. Mais j'ai l'impression qu'elle a une sorte de conscience extrêmement profonde sur les relations très délicates qu'on a. Donc, conventional relationship between clients, community and architect, teacher and student and NGO, studio, university and field are questioned. Donc, il y a, dès le début, dans son approche, une sorte de questionnement critique de ce qu'elle est en train de faire. Donc, il y a une sorte de réflexivité que je trouve très importante. Donc, parce qu'elle dit spatial and programmatic hybrids of diverse ownership might emerge. Donc, idéalement, on trouve des solutions dans lesquelles la notion de qui est l'auteur du projet devient floue.
devient partagé. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à une sorte de co-création? Ça nécessite une sorte de slow science, une approche qui prend du temps. Parce qu'elle dit, I found it problematic that whenever it was about Africa, northern universities and schools of architecture offered a highly theoretical seminars on post-colonial theory, donc ou bien c'est une sorte de métadiscours qui n'ancre pas dans la réalité, ou ce sont des down-to-earth design build studios, often with an uncritical neo-colonial approach. Et donc, comment se positionner dans le spectrum entre les deux. Et donc, the objective of Applied Foreign Affairs has been to work exactly in the spectrum in between. Notions of context, collaboration, community, and transdisciplinarity are intensively interrogated and constantly reflected upon. Pour avoir une idée de son approche, elle a publié un livre qui s'appelle Applied Foreign Affairs, Investigating Spatial Phenomena in Rural and Urban Sub-Saharan Africa, qui est un livre assez costaud, presque ça, enfin, vous voyez, 449 pages, où elle développe une documentation sur 3 projets seulement, donc, mais qui sont présentés de façon extrêmement précise, extrêmement détaillée, donc on peut essayer de suivre en fait le modus operandi de son parcours. Donc le premier projet, c'est celui-là, sorte de structure qui permettait d'avoir des performances de théâtre et autre chose. Donc vraiment une sorte de projet d'architecture, quelque chose de construit. Un projet pour un Solar Powered Water Project, donc qui est beaucoup plus, disons, un projet infrastructurel. Dans lequel, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'elle a montré l'importance du opening ceremony. Donc, elle montre pas seulement, enfin, on fait ce truc, non, on essaie de montrer comment introduire une infrastructure telle qu'elle dans un village nécessite tout un processus pour que la communauté locale le prenne en charge. Et pour le prendre en charge, souvent, ce qu'on fait, on se base sur des traditions et il y a des cérémonies d'acceptance de cette... donc, il y a un processus qui est complètement documenté dans son livre. Donc, si vous regardez la table de matière, vous savez depuis lors que moi j'ai un dada pour les tables de matière de livres. Mais donc, si vous regardez comment elle construit, donc ça c'est juste la présentation d'un projet. Donc, vous voyez, c'est presque 150 pages pour un projet seulement. Et donc, elle développe tout le processus qui montre à la fois les interlocuteurs. Donc, elle est bien sûr le editor of the book, mais elle n'a pas la seule voix. Donc, c'est pas Barbara Müller qui dit voilà, on a fait ça. Non, il y a des dialogues. Donc, c'est souvent des conversations à la fois avec des anthropologues, sociologues, mais aussi avec des local stakeholders. Et donc, on voit une sorte de prise de position extrêmement précise, quelque chose qu'on trouve très rarement dans d'autres trucs comme ça. Par exemple, il y a une conversation extrêmement importante qu'elle a eue avec un chef coutumier qui explique traditionally we don't sell land but things are changing of late. Cette idée de faire un projet dans un contexte comme ça, c'est entrer dans quelque chose qui est extrêmement clé pour ces communautés locales, c'est l'importance de la terre. Donc, qui a ownership? Et donc, pour moi, est-ce que le nouveau projet peut être quelque chose qui intervient sans créer des ruptures? Des interviews avec Anne Kassiman, qui est une anthropologue, Living Together Apart from the Sociality in Cassina House. Donc, elle connaît la littérature, elle parle aussi avec Joe Addo, donc elle sait qui est en train qui sont les usual suspects dans la scène. Et donc, elle parle avec tout le monde pour articuler sa position. Donc, moi, je suis assez fan de ce genre de livre parce que ça montre une sorte de prise de position extrêmement peaufinée. Ok, je vous montre quelques pages du livre. Bien sûr, la façon de photographier les choses, c'est très architectural. Là, on pourrait dire, oui, on connaît ce genre de layout. Enfin, soit. Il y a quand même un discours qui va avec, qui est très profond. Donc, je trouve que là, ça montre déjà une sorte une première
moyen d'être un peu plus précis. Si je veux maintenant développer une critique à partir de l'histoire, je vais développer ça à partir de deux clés d'entrée, Hassan Fathy et Development Aid, donc de la recherche sur ce figure, l'architecte égyptien, et sur une sorte d'histoire qui commence à émerger sur cette architecture du aide au développement. Hassan Fathy, il a été avec nous depuis assez longtemps, mais il continue et de plus en plus il est mis en exergue de nouveau dans la littérature récente, et je dirais d'une façon pas très critique. Donc un livre que je trouve assez problématique, c'est celui-là, Hassan Fathy, Earth and Utopia, où il y a de nouveau une sorte de célébration de Hassan Fathy, de son architecture en terre, qui bien sûr recoupe pas mal de nos intérêts sur l'économie circulaire et qu'est-ce que je sais. Ça semble être une sorte d'approche très sustainable sur l'architecture, mais ça ne montre pas une sorte de connaissance profonde de l'histoire sur cette figure-là. Donc, Fathy, c'est quelqu'un qui apparaît par exemple dans William Curtis Modern Architecture since 1900, et donc où il est en fait présenté comme quelqu'un qui prend position contre la modernité qui est importée de l'Europe et essaie de trouver et de développer une architecture genuinely Egyptian, authentique. C'est quelqu'un qui est devenu une sorte de gourou, donc qui a toute une sorte de... Enfin, c'est un peu comme Frank Lloyd Wright, c'est le maître qui parle et donc il y a des disciples qui le suivent. Et donc il a fait sa réputation internationale avec ce livre-là, qui a été publié d'abord en anglais puis en français, Construire avec le peuple, fin des années 60, début 70. Et donc beaucoup de gens voient Hassan Fathy comme le précurseur de ce building social. Aussi Building Sustainable, il écrit un livre sur Natural Energy and Vernacular Architecture. Mais donc la littérature sur Hassan Fathy n'est pas très critique. Surtout, si on regarde James Steele ou Ahmad Hamid, qui est un ancien disciple du maître. Donc, récemment, on a eu quelques voix critiques que je pense qui sont très importantes pour repenser cette idée de Hassan Fathy n'est peut-être pas nécessairement un précurseur de ce building social qu'on le pensait. Je vais vous montrer trois livres récents qui donnent une autre perspective. Celui-là, c'est le premier, Leila El-Wakil, qui a rédigé ce travail Hassan Fathy dans son temps. Le premier essaie, disons, de contextualiser la figure de l'architecte égyptien dans son contexte, dans son milieu. Je trouve un livre assez fascinant à lire, problématique sur certains points, mais il y a des contributions qui sont très importantes. Entre autres, celui de Mercedes Follet qui montre le milieu, disons, assez libéral duquel vient Hassan Fathy. Donc, son père était quelqu'un qui avait des terrains énormes en Égypte. Donc, la relation, la position de Hassan Fathy vis-à-vis le paysan égyptien est quand même colorée un peu de sa position comme une sorte de quelqu'un qui est le fils d'un comment dire en français, landowner. Propriétaire terrien. Oui, donc quelqu'un qui est vraiment une sorte qui avait beaucoup de fermes, et donc il y a une sorte de, on pourrait dire, une sorte de perception romantique de paysan qui est très présent dans justement le projet de New Gona. Zeynep Çelik, dont j'ai parlé dans une première leçon, a posé une question assez unsettling, donc déconcertant sur Hassan Fathy. Donc ça, c'est son projet très connu, New Gona Village, tout près de Luxor, donc au projet de fin des années 40. Elle dit, si on juxtapose ça avec un projet à déserter d'une architecture française coloniale, c'est quoi la différence? Et donc, elle développe dans son texte un argument que je trouve assez profond et assez juste, que l'effort qu'essaie de faire Hassan Fathy de retourner dans le passé en essayant de redécouvrir the genuine authentic Egyptian culture est une mission impossible, parce que cette culture a déjà été
réapproprié par le projet colonial, donc ce n'est pas évident de retourner dans... Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Bien sûr, Leila El-Wakil, elle n'est pas très d'accord avec Zeynep Celik, donc le livre est en fait une sorte de prise de position contre ce genre de lecture. Mais si on prend une lecture qui va encore plus loin, et c'est la lecture de Timothy Mitchell, qui est un political scientist, si vous voulez, qui a écrit un livre assez remarquable sur Rules of Experts, Egypt, Technopolitics and Modernity, dans lequel il y a un chapitre dédié à Hassan Fathy, et montre quand même que cette idée de New Gourna Village fait partie d'un projet politique de relocaliser des habitants de Luxor qui avaient développé une économie informelle en pillant des tombes de l'ère pharaonique. Et donc, tout ce village est une construction politique, quoi. Et donc, en quelque sorte, étant en train de construire avec la communauté, construire avec le peuple. Oui, on n'est pas très sûr. Hein. Donc, ça sont des... Et donc, ce que je veux dire, le fait que pas mal de gens maintenant regardent de nouveau Hassan Fathy comme être un des précurseurs de Building Social, Building Sustainable, ce genre de travail historique montre quand même que c'est un peu plus complexe et il faut faire très attention avec une lecture trop limitée de ce genre de pratique. Parce que leur agenda social n'est peut-être pas tellement social qu'on le pense. On pourrait dire la même chose si on regarde un peu l'histographie qui commence à émerger sur le Architecture of Development Aid. Donc, j'ai eu la chance de de superviser une thèse de doctorat de Kim Derat sur la construction des écoles dans l'Afrique post-indépendante. Et donc, ce qui est assez remarquable, si on commence à suivre pas seulement le trajet des architectes, mais on suit d'abord d'où vient le financement, la narrative change complètement. Donc, d'un seul coup, si vous regardez la politique de l'UNESCO, de l'European Development Fund et de la Banque mondiale, on arrive à une sorte d'histoire sur cette production architecturale qui est très différente, qui montre que cette idée d'une sorte de welfare society qu'on va installer en Afrique à travers la construction des écoles a des agendas qui sont quand même assez explicités. Donc on pourrait dire l'UNESCO, une sorte d'agenda humaniste qu'on peut vraiment voir dans ses rapports. Le European Development Fund, oui, est-ce que c'est Welfare Agenda ou est-ce que c'est Return on Investment pour les industries métropoles qui ont perdu leurs opportunités parce que le projet colonial a fini et donc il essaie à travers l'Europe de rester sur place. Et le World Bank qui a une sorte d'idée de croissance qui est linéaire. Donc ça devient quelque chose de très différent. Donc là, de nouveau, on a des projets qui sont très fascinants, mais mais dont la lecture change complètement si on entre le sujet à travers non les architectes, mais les institutions qui ont développé les politiques. Et d'un seul coup, on trouve parfois des architectes complètement inconnus, mais qui montrent des pratiques qui, je pense, sont aujourd'hui encore très importants et sur lesquels il faut réfléchir. Donc, si on pense sur la pratique contemporaine en Afrique, oui, on peut regarder les praticiens. Mais ce serait peut-être pas mal de regarder ce qu'on pourrait appeler des brokers, des gens qui, en fait, facilitent le travail des praticiens. Ce sont souvent des architectes qui se sont mis sur des postes d'importance. Et donc, John Bainan, par exemple, c'était l'architecte qui était responsable pour tout ce programme de la construction d'écoles pour l'UNESCO. Et donc, qui a facilité et qui a donné et créé, en fait, les conditions pour les praticiens pour faire de la bonne architecture, je dirais. Et donc là, de nouveau, je pense que ce genre de figures, qui sont ces genres de figures aujourd'hui? Donc c'est quelque chose que je trouve, il y a une forte leçon dans ce genre de travail. OK. Et donc la même chose pour cette idée de appropriate technology and the Fathy effect. Donc elle a écrit quelque chose sur cette pratique de construire avec le peuple localement et montrant à travers les cas d'études qu'elle a trouvés à travers sa recherche que les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Donc qu'il faut faire très attention avec cette idée de appropriate technology qui est de nouveau quelque chose qui est très
à la mode dans le discours actuel. Donc, une recherche historique approfondie peut nous permettre de ne pas être naïf sur ce genre de questions. Ok. Donc, je vois que le temps passe vite. Donc, cette idée de Building Sustainable, je vais le développer un peu plus concis. Mais là, de nouveau, c'est la même chose. Donc, on a une sorte de nouveau idée qu'il faut construire de façon sustainable en Afrique. Benno Albrecht, donc de Venise, a été un voix important avec son Big Change, Big Chance Expo qu'on a montré aussi à la Cambre en 2015 dans le SIVA. Donc, vous voyez quelques exemples de la façon dont c'était montré à Milan. Et là, de nouveau, il y a une sorte d'intérêt pour ce côté de l'énergie, et c'est parce que Bernard Albrecht, c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, est intéressé par cette question de sustainability. Mais là, de nouveau, il y a une sorte d'approche, je dirais, qui, je trouve, un peu trop limitée. Donc, est-ce qu'on est en train de regarder, si on regarde Kéré avec les solutions qu'il a développées dans ses projets à Burkina Faso, ou si on regarde quelqu'un comme Heinrich Wolf, un architecte sud-africain, enfin, dont j'estime le travail qu'il fait, hein, c'est ça la question, où il y a aussi une sorte d'attention pour le building in a climate responsive way, enfin, très explicite dans son travail, ou même Volkers, qui aussi développe cette idée qu'il y a des leçons à prendre, et c'est ça que je vais critiquer, il y a des leçons à prendre dans l'architecture des années 50, par exemple, parce que cette architecture-là s'est inspirée aussi de les traditions de construction en Afrique. Voilà, donc ce sont des projets de Volkers qui montrent comment il développe cette idée de construire de façon une climate responsive way. Et donc, il y a une littérature qui commence à émerger sur le fait qu'aujourd'hui, enfin, les architectes ont beaucoup à apprendre de l'histoire. Un livre qui est paru récemment, Lessons from Modernism, Environmental Design Strategies in Architecture, 1925-1970. C'est une exposition qui s'est tenue, si je ne me trompe pas, à Princeton University, et donc dans lequel on a étudié des projets, un nombre de projets qui montrent que le design en architecture peut apporter des solutions pour répondre au climat et aux défis climatiques. Better performing buildings with a distinctive architecture drawing on aesthetics of simplicity. Ça sont les leçons qu'on peut prendre du passé. Et donc, ils font un timeline, on a des projets. Un des projets dans lequel qu'ils montrent, c'est celui-là. J'en prouvé la maison tropicale. La maison tropicale peut-être bien marcher dans le climat de Miami. Ça marche beaucoup moins bien, et Bernard le sait très bien, ça marche beaucoup moins bien dans un climat humide et chaud à Congo-Brazzaville. Néanmoins, c'est présenté comme quelque chose qui est vraiment un prototype exemplaire de cette approche. Et on voit ce genre de choses très fort dans cette unité de recherche de Benno Albrecht, et donc un de ses doctorants, c'est Jacopo Galli, qui a travaillé sur Fry and Drew, Maxwell Fry and Drew, et donc qui a publié un livre récemment qui s'appelle Tropical Toolbox, Fry and Drew and the Search of an African Modernity, où il regarde ces deux architectes qui sont très importants parce qu'ils ont développé ce genre de manuel, Tropical Architecture in the Humid Zone. C'est un manuel clé des années 50 qui entre complètement dans cette idée de welfarist agenda of the late colonial project. Donc c'est construire beaucoup d'écoles dans des territoires sous régime britannique en Afrique de l'Ouest, et donc qui sont une sorte qui ont un agenda soi-disant social et emancipatory. Et donc ils regardent ça, donc ils regardent ce genre de livre comme une sorte de clé d'entrée. Donc l'idée que ce n'est pas seulement une sorte de question de technique, mais vraiment une sorte de question d'une architecture qui s'ancre dans la localité, qui prend des solutions du local. Donc toute cette idée de faire un manuel, il va le reprendre. Et donc ce projet-là, donc de Fry and Drew, de la bibliothèque à Ibadan, qui est un projet clé du Tropical Modernism des années 50,
à travers l'idée qu'on construit la façade comme une sorte de membrane qui est perméable, donc qui peut respirer, la mur respirante. Donc c'est ça des leçons pour Japo Kugali. Donc avec ses étudiants, ils font des projets comme ça, et ça donne des dessins qui sont pas mal, mais ils sont extrêmement limités dans leur profondeur analytique parce qu'ils disent rien sur le mode de construction. Donc, comment est-ce que ces projets ont été construits, d'où venaient les matériaux, quels étaient les extractive economies qui étaient derrière. Donc, si vous regardez seulement le côté, disons, climatique, vous avez une sorte d'analyse assez limitée de la réalité, je dirais. Et donc là, il essaye aussi de donner un contexte historique où il parle par exemple de l'hygiène, from colonialism to tropical medicine, mais il fait ça de façon, je dirais, pour moi un peu trop simple. Donc je pense qu'il y a une sorte de recherche beaucoup plus approfondie sur Fry and Drew, Ian Jackson, mais surtout Mark Rinson et Rodi Liscombe, qui ont vraiment déjà, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, ont fait des travaux qui montrent le contexte politique, le contexte idéologique dans lequel ils travaillent, et qui montrent que cette welfarist agenda est vraiment liée au Late Colonial Project. Et donc, il y a vraiment une sorte de côté qu'il ne faut pas oublier. Et qu'est-ce que ça veut, est-ce que est-ce qu'une lecture géopolitique comme ça, est-ce que ça nous aide si on veut parler de questions climatiques? Je dirais oui. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier sur quelle base scientifique ce tropical modernism a été fondé. Et pour cela, il faut retourner un peu dans le temps, il faut retourner jusqu'au fin 19e. Et pour moi, c'était une découverte quand j'ai lu ce livre qui date des années 60-76. Anthony Deakin, qui est un sociologue, en fait, qui a travaillé sur New Delhi, c'est celui qui a montré qu'il y a une sorte d'obsession avec un environmental control dans ce projet colonial britannique, et que la maison est en quelque sorte l'équivalent de la casse coloniale. En fait, ce qu'on essaie d'avoir, c'est un instrument qui va permettre au corps blanc de s'acclimatiser dans un contexte qui lui est non pas seulement étranger, mais qui lui est hostile. Et donc, il faut trouver des solutions. Et en fait, c'est là où se trouve en fait l'origine de toutes ces discussions. Et donc, si on veut vraiment écrire une généalogie du tropical modernism, il faut partir du projet colonial. Il faut se demander, c'est quel confort? De quel confort est-ce qu'on est en train de parler? Et donc, moi, je suis éduqué comme ingénieur, donc j'ai eu les cours de building physics que j'haïssais le moment où j'étais étudiant, mais maintenant, ça m'aide à comprendre ce genre de littérature. Parce qu'en fait, ce genre de diagrammes ne sont pas neutres. Donc, si on développe des diagrammes de confort, toute la question qu'on doit se poser, mais c'est qui en fait? C'est quel confort de qui? Et donc, si vous connaissez un peu la façon dont on développe ce genre de diagramme, c'est dans des conditions labo, donc avec des personnes de test. Donc, qui est-ce qu'on met dans le labo, quoi? Donc, c'est quel corps qui réagit sur quel changement de température. Et donc, en fait, si on comprend que c'est dans des contextes tropiques que ce genre de recherche se développe de façon assez rapide, par exemple, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer des armées des Britanniques pour aller se battre en Japon, dans les tropiques? Quel genre d'uniforme est-ce qu'on a besoin? C'est ce genre de recherche qui nous donne des diagrammes comme ça, qui alors entrent dans la pratique architecturale d'après-guerre. Et donc, si on construit des généalogies comme ça, on commence à regarder ce genre d'articles dans des revues d'architecture de l'époque de façon très différente. Donc, on a cette obsession avec le réglage de l'ensoleillement, le brise-soleil comme une sorte de pensée radicale de l'idée de Le Corbusier, que la façade devient libre et devient quelque chose qui doit envelopper, mais qui doit réagir
sur des différentes conditions environnementales pour arriver à une sorte et donc c'est assez remarquable, c'est un page, le numéro de technique et architecture de 1952. Et j'ai parlé avec pas mal d'architectes qui ont travaillé dans le Congo dans les années 50 sans jamais avoir mis un pied. Ils disaient tous, on a fait ça sur notre table de dessin. Donc, parce que c'est ça qui nous apprenait comment il fallait construire. Donc, pour la cross ventilation, donc ventilation transversale, enfin la lumière, comment la lumière entre. Donc, en fait, c'est une sorte de traduction assez simpliste d'une connaissance scientifique qui est quand même assez complexe. Et c'est ça que les architectes utilisent. Et si on de nouveau fait la recherche historique, on peut voir comment ce genre de connaissances commence à voyager dans des milieux. Donc, donc c'est ça que quelqu'un comme Jia Tui Chang a recherché de façon extrêmement détaillée et précise. On est en train de regarder une production de connaissances qui est ancrée dans le système colonial. Donc, les données climatiques sont récoltées outre-mer, sont tous envoyées à Londres, sont retravaillées par des chercheurs en Angleterre, et puis ils sont remis aux colonies pour être implémentés dans l'architecture. Et donc ça devient quelque chose d'assez fascinant. Donc ce sont les Networks of Tropical Architecture, qui sont extrêmement liés aux questions géopolitiques du temps. Et par exemple, l'école de Department of Tropical Architecture et AA School à Londres, on peut faire une sorte de lecture politique de ce genre de lieu d'enseignement. Je pense que c'est très important de faire ce genre de recherche. Je suis presque à la fin là, mais donc ce que je veux dire, c'est cette idée de building sustainable. Si on veut regarder les pratiques et les leçons du passé, il faut quand même être conscient qu'on est en train de regarder une sorte de développement de connaissances qui est émergé dans un contexte extrêmement particulier. Et donc, il y a de plus en plus de bonnes recherches là-dessus. Donc, Jia Tui Chang, vraiment, c'est quelqu'un qui est à la pointe de la recherche. Mais aussi, en Australie, il y a des gens qui font de la recherche extrêmement fascinante sur comment cette idée de confort est liée aux racial and gender policies of settler colonialism. Et donc, qui prennent l'architecture comme un clé d'entrée pour parler vraiment du settler colonial policies. Et ça, les narratifs qu'ils développent sont extrêmement troublantes. Ou ce livre qui vient de paraître, là, Modern Architecture and Climate Design Before Air Conditioning, dont Daniel Barber, qui est aussi quelqu'un qui est lié au Penn University aux États-Unis, mais qui est pour moi un des chercheurs qui est en train de développer toute une sorte de nouvelle narrative sur qu'est-ce que ça veut dire, Building Climate Responsive and Designing for Climate. Donc, il prend vraiment ce côté géopolitique, enfin, qui prennent ça avec lui. Et finalement, et ça c'est assez récent, donc c'est toute la littérature, donc c'est un jeune génération de chercheurs, donc Daniel Ryan, Daniel Barber, Leach, Deborah van der Plaat, qui sont en train de repenser cette relation entre architecture et environnement dans une perspective historique. Et donc, ça nous amène directement aussi aux questions clés autour des matériaux. Et donc, par exemple, Hannah Leroux, un architecte sud-africain, donc, qui a écrit ce texte clé sur les Networks of Tropical Architecture, récemment a écrit avec Gabriel Hecht, de nouveau un political scientist, un article sur l'asbeste, l'usage de l'asbeste et comment il y a une sorte d'économie d'extraction coloniale sous-jacente, parce qu'elle parle bien sûr sur le contexte sud-africain, mais qui montre comment la connaissance médicale, l'économie coloniale et la construction sont extrêmement liées entre eux. Et donc, des perspectives comme ça, c'est ça qu'il faut mettre en avant, je dirais. Ok, voilà, je vais arrêter à comme j'avais promis à Pablo, je vais m'arrêter avec la slide qui montre le même bâtiment que Pablo a derrière lui. Donc, ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est que si on regarde cette idée de building social and building sustainable, et si on veut écrire une sorte de généalogie de cette pratique contemporaine,
Il faut être extrêmement méfiant de la façon dont cette histoire est souvent opérationnalisée. Et donc pour moi, ça devient de plus en plus important de m'aligner avec les derniers travaux que j'ai montrés, donc le travail de Hannah Leroux, Daniel Barber, ces genres de gens, qui montrent qu'il faut quand même étudier ce genre de production architecturale et surtout le rôle des architectes dans ces contextes qui sont souvent pas tellement sociaux qu'on le pense. Donc Fatih, mais aussi quelqu'un comme Laurence, on doit quand même comprendre que si on pourrait tirer des leçons de l'usage des pilotis des brise-soleil comme il l'a fait à Kinshasa. Et si on visite ces bâtiments, je dois avouer que le confort là-dedans est extrêmement confortable, oui, sans airco. Mais il faut quand même comprendre qu'ils ont été dessinés exclusivement à travers l'agenda de donner le confort à l'homme blanc. Et donc, c'est ça le rôle de l'histoire, je veux dire, de mettre sur la table des questions qui sont peut-être un peu troublantes, mais c'est ça le devoir que je me fais. Voilà, je m'arrête là.